Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mercredi 29 octobre 2025. Nous sommes en direct de nos Douala. Découvrons d'abord les titres proposés par les journaux. Le journal Le Messager qui est en kiosque ce matin. Titre sur la magistrature suprême, un 8e mandat. À quel prix s'interroge le journal Le Messager? À presque 93 ans, dont 43 au trône, celui qui est présenté comme l'un des plus vieux chefs d'État au monde doit reprendre le pouvoir pour un 8e mandat qui s'ouvre par des tensions post-électorales et une malgouvernance que le peuple ne veut plus endurer. Décryptage à lire dans le journal Le Messager. À la une de mutation, situation post-électorale, surchauffe et psychose. Titre donc mutation, la reprise de la vie normale plombée par des barricades et affrontements entre des manifestants et les forces de maintien de l'ordre à travers le Cameroun. De nombreux Camerounais se confinent chez eux, constate dans le journal Mutation. À la une du journal Émergence, répression des manifestants, le régime Biya face au désaveu international. Les Nations Unies, l'Union européenne et Amnesty dénoncent la répression sanglante des manifestations. Sujet détaillé en page 5 du journal Émergence. À la une du quotidien Le Jour, crise post-électorale, Anissé Kane, professeur Aboyono et Djekam Chamini au CED. Ce conseil des premières auditions des leaders politiques à retrouver dans le quotidien Le Jour. À la une de Cameroun Tribune, ont-ils les premiers enseignements de la présidentielle? Résultat donc de la présidentielle, première leçon, victoire de Paul Biya dans une compétition plus enlevée, performance en baisse pour Bello Bouba et Joshua aussi, ainsi que Cabral Libi, émergence de nouvelles figures, taux de participation à améliorer. Voilà ce que nous dit Cameroun Tribune ce matin. À la une de Politique Hebdo, présidentielle 2025, Paul Biya, le choix d'un Dian. Le président Paul Biya vient d'être réélu pour un 8e mandat. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté en est un des artisans majeurs. Vous lirez à ce sujet l'éditorial de Guy-Hervé Fongan, Vérité et enjeux de l'élection du 12 octobre dernier. À la une de l'Œil du Sahel, la vie reprend timidement son cours du côté de Garoua. Après des jours de tension et de chaufferie entre partisans d'Issa Tiroma et forces de maintien de l'ordre, la ville retrouve peu à peu son travail régulier. Des précisions à lire dans l'Œil du Sahel de ce jour. À la une de l'économie, perspective, Aliko Dangote mise sur Afreximbank pour booster son chiffre d'affaires. La Banque africaine d'import-export que dirige désormais Georges Elombi a déjà soutenu le milliardaire à maintes reprises. Peut-on lire donc dans les colonnes du journal L'économie de ce matin. Voilà donc pour l'essentiel des parutions qu'on a sélectionnées dans le cadre de cette première partie consacrée au kiosque. On va accueillir nos invités. Idriss Issom déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs, un bonjour particulier à ceux qui croient encore en l'école. Vous savez, Achille, toute transformation, tout changement commence par l'école et commence par le respect des valeurs. Donc, je salue tous ceux-là qui croient en l'école et qui pensent que l'école, c'est un lieu scientifique. Donc, c'est à eux que je pense ce matin. Merci donc Idriss Issom d'être avec nous sur ce plateau, journaliste, coordinateur du site Com News. On va accueillir également sur ce plateau pour décrypter l'actualité ce matin. Formian Sonsanda de la rédaction centrale d'Equinox TV et Radio. Good morning to you, sir. Good morning, Ashik Kamga. Thanks for having me today. Voilà, on va donc démarrer le décryptage. On va voir Formian tout à l'heure. Idriss Issom, on commence donc justement avec la une du Messager qui s'interroge ce matin sur ce 8e mandat. À quel prix finalement? Le Messager qui rappelle que Paul Biya, âgé de 93 ans presque, et puis il a 43 ans à la tête du pays. Il a été donc élu et les résultats ont été officiels depuis lundi. On nous parle également de cette crise post-résultat dont vivent beaucoup de villes au Cameroun depuis lundi dernier. Quel mandat justement de Paul Biya? Quel début de mandat tout au moins? Oui, bon, il faut dire qu'en 2025, on vit quand même une situation qui n'avait jamais été vécue, parce que vous vous souvenez très bien qu'il y a eu un désamour des Camerounais de la politique. Vous vous souvenez très bien qu'on a eu à faire des campagnes pour inviter les gens à s'inscrire. Les gens n'étaient pas intéressés. Les gens se disaient que tout ce qui... ils ne peuvent pas aller voter là où on connaît déjà les résultats. Et on a vu un regain
d'amour de la politique des différents citoyens. Et le début de ce 8e mandat du président Paul Biya, tel que le messager de mai, était un début de 8e mandat très unique en son genre, unique dans le sens que les Camerounais qui ont repris de l'amour à la politique, vont-ils baisser les bras? Moi, je pense que, à mon humble avis, il ne faudrait pas, il faut garder le cap. Parce que si les Camerounais qui ont repris goût à la politique en se disant que leur voix doit compter, en se disant que leur vote doit être pris en compte, en se disant que la sincérité du vote doit être à la une et insister là-dessus, dans ce début de mandat nous questionne et nous amène dans cette situation. Est-ce qu'on va finalement revenir dans une situation où il faut complètement abandonner la politique qui ne nous apporte rien? Parce que la politique, mon cher Achille, devrait contribuer à construire la cité. C'est grâce à la politique qu'on doit avoir un meilleur cadre de vie. C'est grâce à la politique qu'on doit pouvoir se sentir en sécurité. C'est grâce à la politique qu'on doit pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Si déjà la politique nous amène plutôt du sang, la politique nous amène plutôt dans un chemin de non-retour, la politique nous amène plutôt à vivre confiné, la politique nous amène à vivre dans la psychose, la politique nous amène à pouvoir ne plus croire en la sincérité et que la politique met plutôt en avant ceux qui trichent des mauvaises valeurs, ceux qui tripatouillent, c'est-à-dire que c'est la loi de celui qui volera le mieux. Je pense qu'à ce moment-là, la politique ne sera plus quelque chose de très intéressant. Dans ce début de 8e mandat, tel que le messager le met à la une, c'est ce questionnement. Doit-on attendre quelque chose? Si pendant longtemps on a attendu, on n'a rien vu, est-ce que c'est vers la fin, à ce 8e mandat, qu'on verra quelque chose? Je doute fort que c'est normal qu'il y ait des sceptiques, c'est normal qu'il y ait des points d'interrogation. La seule et l'unique personne qui peut apporter des réponses à ces interrogations est celui qui a obtenu le 8e mandat. Fomiam Sonsanda, est-ce que vous pensez justement que le pouvoir en place, incarné par son excellence Paul Biya, s'est accroché finalement à ce 8e mandat au prix de tout ce qu'on a vu? On a parlé beaucoup de tripatouillage du côté de l'opposition, manipulation des PV, etc. Le peuple qui grogne, la rue qui grogne, ces manifestations-là, et puis des morts. Est-ce que c'est à ce prix-là qu'il fallait justement s'accrocher au pouvoir? Yes, Ashik Kamga, thank you once again, and once again good morning to my brother Idris. Now, the challenges I want to say that are ahead of him and the circumstances surrounding the 8th term of office are clear to almost everyone, because enlightenment this time has been heightened with the coming of the internet. Cameroonians have gained consciousness and Cameroonians are able to access information even from their homes. That is even one of the tools that has been optimized by those of the opposition, and to be able to stand their grounds that they have proofs that they've won the election. I think you notice that unlike the years we've had elections in Cameroon, the opposition actually plan it well to do a strict monitoring of the electoral process in Cameroon, especially the voting process and the counting. And they were not going to be able to be present in every polling station, but they were to a larger extent aided by the information and communication technology. But now the larger extent of the penetration of internet in Cameroon and the fact that almost every Cameroonian has got access to information. But now, on the immediate challenges, you will see that President Paul Biya, who was proclaimed as a winner with 53% of the vote, has like the first issues to be able to get himself accepted by the Cameroonian people, because you know that we are in a country, but one thing few people know, and even those who know try to ignore, is the fact that power belongs to the people. When a politician like Nijon Fung, they said power to the people, he wasn't just using it as a political slogan, but in effect the sovereign people are the people that have the power in every nation. Now, in a situation where you are contested by either a majority, a minority, or a greater portion of the sovereign people, it becomes complicated for you to be able to go about your duty. The proof is that Douala has been kind of paralyzed for the past 3 days or so, you can say 2 days, since the proclamation of the results. We've had Monday extremely difficult, yesterday, Tuesday. Now, if this was to continue, for those of us living in Douala, you understand that
will be very difficult. I'm just coming from the filling station where I struggled to fill my tank, but it was not possible at Shikamga. These are the very common issues for you to know. Now, it is advised me that go and try to fill your tank, because we noticed that from my neighborhood, all around Douala 5, the places were locked and the petrol stations are not open. It's difficult to get to fill your tank. So when I got to Aqua, we noticed that one was open, and the traffic there is unbearable. So this is just the third day of what we're having. Imagine if it goes through the fourth, the fifth, and for a week, it's going to be very difficult. Markets are the way they are in Douala, closed, shops practically closed, schools are not ongoing. Now this is when a portion of the Cameroonian people are contesting. I don't want to already put the scale of the people contesting on, I mean, to weigh them on a scale to say that they are in a majority or in a minority, but it's actually difficult when your victory or your re-election is being largely contested in this manner. Now, before I left, I saw a map of Cameroon. Somebody did. I don't know how, what perimeter, what measurement he used in qualifying that, but he drew a map of Cameroon with the 10 regions of Cameroon and wrote that 8 of these regions are burning. Far North, North region, Adamawa region, East region, Northwest, West, Southwest, then the Littoral region. So with just the center and the South region kind of in peace, if that was to be applied, you will not be able to be a better president, a performing president, an effective president, if you can only have effective and total control of 2 out of 10 regions. You understand how difficult it will be. C'est vrai qu'on a tous vu cette image-là circuler sur la toile, l'image du Cameroun avec ces régions-là qui sont divisées à part les deux régions qui soutiendraient Paul Biya selon ceux qui sont auteurs de cette image-là. Et Idriss Somm, pour rester sur le président de la République, est-ce que par rapport à tout ce que Florian Sanda dit et ce que vous avez dit, on peut se dire comme les autres que c'est un 8e mandat de trop? Est-ce que le président avait besoin de ces énièmes mandats-là? Bon, il pourrait être de trop lorsque on verra la fin de ce mandat, s'il arrive à la fin ou pas. Donc, est-ce que il n'est pas de trop? Vous savez, moi, je suis un peu mal placé pour voir si ce mandat est celui de trop, parce que, vous savez, si ce n'était que cela, le mandat de trop a été celui qui est arrivé après d'avoir changé la Constitution. Vous savez qu'on avait... la Constitution c'était 7 ans renouvelable une seule fois. C'était jusqu'en, je crois, en 2011. Donc, en fait, après 2011, c'est le mandat de trop. C'est clair, mon cher Achille. Tous ces mandats qui arrivent sont des mandats de trop. Parce que, imaginez-vous qu'en 2011, on était passé à autre chose, à quelqu'un d'autre et tout le reste. Donc, moi, en termes de mandat de trop, cela est acté chez moi depuis 2011. Donc, maintenant, on assiste tout simplement dans un environnement où il y a 2 options. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être généralisé et il faut proposer une alternative. Donc les gens sont dans un choix. Il faut que le chef de l'État actuel sorte libère la place pour quelqu'un d'autre. Voilà l'option qu'il est. Est-ce que c'est une posture de faiblesse? Est-ce que c'est une posture d'incompétence de ceux qui doivent l'emposer, qui ne structurent pas véritablement leur alternative et leur démarche pour pouvoir véritablement, avec toutes les raisons? Parce qu'on est quand même dans un environnement où, si on écoute, on voit ce tableau que vous dites, avec cet état d'esprit, on lit les résultats qui sont arrivés, on constate quand même que selon ces résultats de l'ECAM, et qui nous sont présentés, on est parti de 75 de 80 quelque chose à 70 quelque chose, après on est à 50. Donc en fait, le nombre de mécontents est très élevé. Et comment structurer ces mécontents pour que ces mécontents puissent véritablement, en majorité, puissent pouvoir prendre c'est-à-dire avoir raison sur la minorité qui semblerait prendre des choses en main. Donc, ce qu'on veut nous faire comprendre qu'au Cameroun, on n'a pas assez d'intelligence pour pouvoir véritablement structurer cela et s'élever d'un seul homme et remettre de côté ceux-là qui sont en train de vouloir. Est-ce qu'on a choisi des méthodes qui ne sont pas assez bonnes? Est-ce qu'on se questionne même sur notre méthodologie? Est-ce que finalement, on veut profiter seulement de la pluie pour chier dans le torrent? Ou est-ce qu'on est véritablement dans une démarche d'apporter une alternative? Moi, je me pose des questions et j'observe. Et en observant cela, je me dis tout simplement que comment traduire le mécontentement qui est massif? Parce que c'est ça, comment le traduire en une force, en un mouvement qui puisse véritablement amener ceux qui sont mécontents à prendre les rênes du pouvoir et travailler à nous proposer une alternative pour que les choses changent.
On veut nous dire qu'en 2025, c'est impossible. Je m'interroge, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'en face, ceux-là, ils sont tellement puissants et tellement forts. Bien, est-ce qu'il n'y a pas une question d'incompétence quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une question de stratégie qui n'arrive pas à... Parce qu'on est parti dans une démarche de sapage de réputation, que ce soit des LECAM, que ce soit des individus, que ce soit tout ce que cela comporte. Est-ce qu'en faisant le sapage de réputation, pour pouvoir démontrer que avec les LECAM, on ne peut pas arriver, ou bien avec ceux qui sont là, ils sont incompétents, les faits le montrent, est-ce qu'on n'a pas abandonné quelque part un élément important pour que la mayonnaise prenne et qu'on puisse véritablement être un mouvement qui, on ne demanderait même pas aux gens de sortir dans la rue? Parce que, vous savez, quand des gens disent en ont marre, ils doivent pouvoir prendre leur destin en main. Et en prenant leur destin en main, on ne va pas courir pour aller casser, pour faire des choses. On se lève pour dire qu'on n'est pas content du tout. Vraiment, on peut même se lever, même devant sa porte, même devant sa cour, même dans son cartouche, c'est pour crier, pour dire que non, ça en est trop, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, l'enjeu en ce moment, c'est est-ce que ceux qui disent qu'ils ont gagné écoutent même le cri de ceux qui disent qu'ils vivent mal? Est-ce que on va prendre conscience, vous avez posé la première question, prendre conscience du fait qu'il y a quand même des gens qui sont, des gens qui vivent mal, des gens qui expriment quand on voit des gens aller courir, voler, entrer, prendre des choses, des gens qui ne mangent pas. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'il n'y a pas des gens qui... Il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours, il y a des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour, il y a des gens qui ne mangent pas 1 fois par jour, il y a des gens qui mangent 1 fois par semaine dans ce pays. Il y en a qui nous regardent, qui pensent peut-être que c'est de la vérité. Alors ces gens-là, comment vont-ils vivre les 7 prochaines années? Quel est leur état d'esprit? Sont-ils prêts à résister? Ceux qui disent qu'ils ont gagné là, est-ce qu'ils vont véritablement écouter ce cri, cette pleurs, cette misère pour pouvoir apporter une solution? Moi, c'est l'enjeu qui se trouve à ce moment-là. Et maintenant, ceux qui disent qu'ils veulent que je vais finir par là, ils veulent que ceux qui ont gagné ne sont pas, et ils veulent prendre la place, est-ce qu'eux-mêmes écoutent le cri de la misère? Est-ce qu'ils ont compris le sens? Est-ce qu'ils apportent l'alternative ou bien est-ce qu'ils veulent faire seulement du remplacement? D'accord. Donc, un 8e mandat à quel prix? C'est le décryptage proposé par le journal Le Messager ce matin. Il y a également la communauté internationale qui a réagi, notamment les Nations Unies, l'Union Européenne et l'Amnesty International, qui dénonce la répression sanglante des manifestations. C'est le journal Émergence qui le dit ce matin. Faut bien son scandale. Le régime Paul Biya donc, il fait face au désaveu international. Est-ce que c'est aussi important de savoir ce que pense la communauté internationale sur ce qui se passe au Cameroun, notamment avec ces manifestations? Yes, I had a reading of the outing, the declaration of the European Union representative in Cameroon, and speaking for the European nations represented in Cameroon. Now, you highlighted the repressions. This was also highlighted in that outing. Now, you see that we had Cameroonians in the streets just say part of Monday, then yesterday to Tuesday. We are yet to see what today will have for us, but the number of deaths so far, you know, without having official figures, a journalistic counting could be taken to say 20 or more. And now, whereas this should just be a kind of peaceful manifestation, this should just be a kind of demonstration that is a display of an enshrined, a constitutional and even universally accepted right of a peaceful protest when you are not okay with an issue. You know, there are rights that are actually universal rights, and peaceful manifestation is part of those universal rights. It's not just about Cameroon, the laws and the constitution of Cameroon. Now, when the international community, or say the European Union, for example, is speaking from things that Cameroon should, or the Cameroonian authorities should respect, not just because they have to respect that, but because they are also obliged by international instruments signed and ratified by the nation Cameroon. Now, on the case of the behavior, because most people that were killed, or at least all those who have been killed, we learned that they have been killed on the part of protesters, civilians, I want to say. Now, it means that the either uniform officers or people that had weapons shot and killed the others. I'm being careful not to indirectly say that, not to directly say that, okay, uniform officers did this, since I do not have the things to prove it. But you look at it critically, you understand that there is an issue. There was
there's something that is also being projected on the part of those protesting. We saw the destruction of businesses, we saw the breakdown of properties and all that. Now, which is also, to an extent, a strategy. It is a strategy in war. Say you are contesting or you are protesting against me. Another strategy is possibility, which has been experimented in other countries, is that I kind of infiltrate your movement. It was going to be peaceful. Because I say so because even leaders calling for people to protest, I have not heard any of the leaders say that go to the street and destroy. In all that I've heard from those who say that they are actually protesting against a stolen victory, their statements have been like, go to the street, it is your constitutional right to peacefully protest, but do not destroy. If at the end of the day people destroy, it's either they are stubborn to the instructions of their leaders, or they have been infiltrated. There are only two possibilities. It's either they are stubborn to the instruction of the leader, or they have been infiltrated by those who actually want to give them a bad name. But now, the repression, there's a different way that things could be handled. Many opinion leaders, I was reading an outing from a civil society leader, a well-known civil society leader, Baris Agbobala, who said, now, you could either use tear gas or use rubber bullets. He, like many others, were surprised that we are having live bullets used on peaceful protesters in Cameroon. This is just part of it. But I tell you that it can only escalate the situation, because right now there are parents who are already mourning, there are families that are already mourning, there are people that are already been kind of radicalized with the approach that has been adopted by this. Things could be done different, but it will be surprising, like Idris said, that people want to hold on to power, or people want to get power at the expense of the lives of the people that they are supposed to lead and protect. Alors, Idriss Lissom, quand la communauté internationale commence donc à condamner justement ces agissements du pouvoir en place, ça veut dire que c'est sérieux, le thermomètre est rouge. Bon, le thermomètre rouge, moi j'ai l'impression que la communauté internationale fait du ponce-pilatisme. Donc, vous avez vu, quand vous écoutez et vous lisez la déclaration de l'Union européenne, mon cher Achille, vous voyez qu'il demande de faire des enquêtes. Qui va faire les enquêtes? Celui qui tient les rênes et qui va donner ces enquêtes. Quel sera le but? Quel est le but de ces enquêtes? Bon, moi je trouve que la communauté internationale fait du ponce-pilatisme. Et la communauté internationale s'abstient pour le moment, Achille Kamouyan, à pouvoir féliciter peut-être le gagnant en place, parce que il y a ce qu'on appelle, ils ont des informations sur... On a quand même vu des félicitations assez mitigées, et on félicite un peu, après on émet des réserves. Oui, c'est pour ça que je souhaite vous dire que vous voyez que les pays de l'Union européenne sont passés par l'Union européenne. Vous n'avez pas vu une action de l'Allemagne, de la France, des trucs sont passés par l'Union européenne, et le porte-parole, qui l'a fait? Parce que celui qui va directement peut-être dire qu'il félicite le chef d'État Paul Biya, a peur. Ils ont les investissements ici. Il y a le sentiment anti-français et tout ça. Imaginez que ce soit le président Macron que le fasse, vous pouvez imaginer la réaction des gens qui protestent pour pouvoir, avec les biens des citoyens français ici, ou bien avec les biens des citoyens allemands ici, ou bien avec les biens des citoyens italiens ici, ou bien avec les biens des citoyens espagnols ici. Oui, imaginez-vous un peu ça. Donc, ils sont dans une démarche diplomatique et qui donne l'impression d'être avec le peuple. On demande de faire l'enquête pour pouvoir voir ce qui va se passer. Et entre-temps, ils prennent du temps, du recul, ils observent. Est-ce que ça va durer? Est-ce que de quel temps ça va passer? On a quand même dit qu'il faut mettre la pression, libérer les gens que vous avez arrêtés sans aucune pression. Mais en vérité, Achille Kamga, je vais être court et m'arrêter par là. Lorsque dans un pays, on regarde la communauté internationale pour venir sortir le pays, ça veut dire que quelque part, on n'a pas les capacités, on n'a pas l'intelligence nécessaire pour faire tomber ce qu'on appelle entre guillemets une dictature. Lorsque dans un pays qui se veut souverain, on pense que c'est les autres qui doivent venir nous sortir la souveraineté. Je pense que c'est pas cela. Si ça avait été le cas, vous savez, les gens sont morts dans ces pays pour que le Cameroun soit indépendant. Ils n'avaient pas attendu que c'est l'ONU qui vienne. Ils sont morts jusqu'au top de leur vie. Et le Cameroun a été indépendant, même après leur mort. C'est-à-dire, malgré que cette indépendance est une indépendance factice, ça veut dire que attendre que c'est les autres qui viennent pour pouvoir nous sortir de ce qu'on pense être la misère et tout le reste, c'est un signe de désaveu, c'est un signe d'incompétence, c'est un signe de faiblesse qu'il faut absolument résoudre. C'est-à-dire que les autres viennent en appui. Oui, quand nous avons tout fait,
Et moi, je pense qu'on a vu ailleurs, je vais finir par là. Vous avez vu ce qui s'est passé par exemple à Madagascar. Je ne pense pas que c'est à l'extérieur qu'on a dit que le peuple, c'est le peuple. Quand il est mobilisé, quand il croit en un mouvement qui doit pouvoir l'amener vers le changement, s'élève et les autres ne constatent que les dégâts. Voilà donc pour ce sujet donc consacré à ce désaveu international par la communauté internationale, le régime de Biya qui fait donc face à ce désaveu. C'est un sujet proposé par le journal Émergence. On parlait de cette tension post-résultat. Butation a essayé de faire le tour de quelques foyers de tension et titre justement sur cette surchauffe et cette psychose. On a longuement parlé, informant son Sanda peut-être, juste pour sortir sur ce climat délétère-là. Comment apaiser donc les tensions des uns et des autres pour qu'on quitte de cette psychose-là pour retrouver peut-être train quotidien? Yes, that's a very difficult question, but because as at now the actors are at their extremes. Those who say that victory has been stolen, they want their victory. Those who say they have been declared winners, they say that they need to continue. You see now that Cameroon is in the middle. Now, a question will be like, should one party give it up to another? Because that would be a way out, like an immediate way out. But is one of the camps ready to say that, okay, we say that we won, we are okay that you should go ahead, or who are declared winners, come and pick? It's going to be very difficult. It's true that this was talking about the kind of lukewarm attitude of the international community that plays a kind of bite and blue game. You understand? Because if the international community or the external powers were actually really serious, they would take a position. You understand? They will take a position and be that, okay, this is what we've had. As per the fact that we have on the table, it says nothing that in an election we have observers from the European Union, and at the end of the day we do not know what they've said at regarding the election. Now, we say so because Cameroon is part of this global village, and Cameroon also has got constraints, has got things to be able to do so that it fits in the African Union, it fits in the United Nations and all that. So they have the powers. They would have taken that kind of a position to say that, okay, we are here or we are here. Now back to Cameroon, I feel that the situation might take longer than we expect, because when you get the reactions, for example, yesterday we had the outing of Minister Paul Atangani of Territorial Administration. Few minutes later we had the outing of Issa Chiroma Bakari. When you listen to them keenly, you see that everyone is in their position and they are ready. Now on the field, the actors are there. Those who support him say that the victory has been stolen. So as at now, as a Cameroonian, not talking now as a journalist, as at now as a Cameroonian, I will say that maybe let the third party come in and take what. Maybe let them give it to Ashik Kamga, and Ashik will be the president. It will not be the camp of the other person. It's a statement, right, Ashik Kamga? That's another possibility. If not, then we're dragging onto a solution where, because I don't see them already coming to a compromise, even though it might be, but in Cameroon it's usually difficult. In the northwest and southwest, the crisis started in 2016. Actors have been in their extremes. Up to 2019, there was a dialogue that was criticized, and at the end of the day, the dialogue has not yielded fruit. We are almost moving to the 10th year, and it's Cameroon. So to understand how difficult a genuine dialogue is when it comes to Cameroon, so we might be into something that will look like what we're having in the northwest and southwest region. It will be a crisis upon a crisis. We're not excluding the far north region of Boko Haram. Peut-être quelque chose à ajouter justement, Idriss Issom, comment on peut sortir de cette situation-là? Pour sortir de cette situation, il faut juste de l'humilité. Il n'y a pas d'humilité chez les Camerounais, et Armstrong l'a bien précisé, que nous sommes dans un environnement où chacun pense qu'il est le plus fort, chacun est arrogant dans sa position, chacun pense que c'est... Et tout cela, c'est au détriment. Mais on nous a appris une chose dans la sagesse africaine, que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Et ici, là, le rythme du tam-tam a changé parce que les Camerounais, plus que jamais, ont démontré qu'ils veulent que ça change. Ils ont démontré qu'ils veulent autre chose. Vraiment, même ceux qui sont accusés de vol et dont le Conseil constitutionnel a déclaré vainqueur, vous voyez qu'ils n'ont pas une attitude d'humilité. Vous voyez qu'ils n'ont pas une attitude véritablement de rassemblement. Vous voyez qu'ils n'ont pas une attitude de vouloir écouter le
les pleurs des autres. Vous voyez qu'ils n'ont pas une attitude ils ont plutôt une attitude de condescendance, une attitude d'arrogance, une attitude de mépris. Alors, vous voyez que quand on est face à cela, l'être humain se radicalise et l'être humain n'est plus prêt. Donc, quand vous me demandez comment sortir, j'appelle juste un peu d'humilité et que ces gens-là écoutent un peu ce qui se passe dans les quartiers, dans les villages et dans les rues. Je vous assure que la triste réalité, elle est là. Si le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Est-ce que Yaoundé va changer de pas de danse en écoutant et en changeant totalement avec une bande d'incompétents qui ont mis le pays là où il est et qui veulent absolument y rester? Let's wait and see. D'accord, on va donc dire un dernier mot sur la présence. On va tirer quelques enseignements avec la une de Cameroun Tribune qui parle de ses premières leçons. C'est une leçon finalement qui est assez intéressante. On nous dit que Paul Biya justement a remporté cette élection dans une compétition qui était plus enlevée. On a vu des scores quand même assez serrés. Contrairement à 2018, Idriss Soum, le président est parti de 71% à 53%. Il y a la performance en baisse de Belouba Maïgari qui se retrouve 4e. Je choisis c'est 6e, Cabral Libi qui est 3e mais qui a perdu en pourcentage, il est passé de 6% à 3%. Et puis à l'émergence de nouvelles figures, on peut tirer quelques leçons comme ça de cette présidentielle-là. Bon, il est difficile de tirer les leçons parce que vous voyez que ces chiffres sont contestés. Les leçons sont intéressantes. Non, c'est ce que nous a présenté le Conseil constitutionnel. Oui, j'arrive. Tout à fait, je suis tout à fait, j'arrive. Ça veut dire que les leçons sont intéressantes lorsque tout le monde est d'accord sur les résultats. Ça, c'est ce que je voulais dire comme autre chose. Maintenant, en regardant le tableau du Conseil constitutionnel tel qu'il est présenté, on constate tout simplement qu'il y avait plusieurs personnes ont voté Issa Chiroma contre le système, ont voté Issa Chiroma. Et on va voir le président Paul Biya qui est passé de plus de 70% à 53%. C'est pour ça que je disais tantôt que la première leçon à tirer, c'est que le nombre de mécontents augmente. Et le nombre de mécontents augmente. Ça veut dire que si on additionne les 35% d'Issa Chiroma et tous les autres partis d'opposition, on est dans 47% par là. Donc ça veut dire qu'on est plus loin. On est plus loin de 50% donc de la majorité. Donc prenez donc en compte, ça dit que ça dit la première leçon, c'est de prendre donc en compte le fait que les mécontents, le nombre, selon les chiffres du Conseil constitutionnel, augmente. Et surtout qu'on a eu 50% environ des électeurs. Donc sur 8 millions d'électeurs, il y a eu 4 millions d'électeurs, il y a eu presque 4 millions de personnes qui sont pas allées voter. Quel est donc l'état d'esprit de ceux-là et de la masse? Donc pour dire tout simplement que si ceux qui ont gagné écoutent les cris, parce que c'est dans ce sens-là, ressonnent dans ces résultats, ça veut dire que la majorité est mécontente. En fait, c'est ça la vérité. À ce moment-là, il faut donc écouter cela et prendre en compte pourquoi sont-ils mécontents. Quels sont même les problèmes? Moi, je pense que dans ces pays, si les gens avaient le route, si ceux qui sont à l'hôpital pouvaient se soigner facilement, si les parents avaient les moyens pour payer la pension de leurs enfants et tout le reste, vous pensez que les gens seraient là à pinailler du matin, midi, soir, tout ça? Il y a les éléments sociaux, c'est-à-dire que de base, c'est-à-dire que nous voulons le minimum pour vivre. Si on l'a, on a peu de temps à passer sur la politique. On va vers le politique lorsqu'on a des plaintes, lorsqu'on a des récriminations. Donc je pense que l'autre leçon à tirer dans ça, c'est qu'il va falloir véritablement, sur le plan stratégique, comprendre qu'il faille. Ça veut dire que la mobilisation populaire qui s'est faite a payé. Donc il faut, ça veut dire le secret et la solution aussi dans la mobilisation populaire. C'est-à-dire que plus les gens contrôleront le vote, plus il y aura moins de tripatouillage. Ça veut dire qu'il faut garder ce cap-là. Ça, c'est l'autre leçon à retirer. Et l'autre dernière leçon à tirer est tout simplement que maintenant, si les autres sont accusés de vol et les autres ont échoué, quand on échoue, on s'assoit et on se dit, quelque part, on a aussi fauté. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, même si on vole même le vote devant nous, comment peut-on faire? Est-ce qu'il faut véritablement changer de méthode et de mécanisme? Et vous voyez, moi je suis content, je finis par là en voyant ce qu'un groupe d'acteurs de la société civile qui ont dit qu'il faut que même dans la société civile, les mécanismes changent, les méthodes changent. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à une éducation citoyenne différente de ce qui se fait actuellement pour avoir des citoyens plus engagés, plus disponibles, qui ne seraient pas manipulables par l'un des camps ou de l'autre, qui devraient savoir où se trouvent les intérêts et être plus fiers d'être des Camerounais. Donc je pense que tout le monde doit s'asseoir, se retirer et prendre les mesures qui s'imposent. La société civile, les partis politiques, le parti au pouvoir et même les institutions qui sont des parties prenantes de cela. Fabien Swansanda, que retenez-vous justement comme première leçon à tirer de cette présidentielle-là? Le score plutôt difficile de Paul Biya ou alors les contre-performances de Belouba ou encore Joshua aussi, ça dépend? No, the major thing is the fact that the
the results are being contested. For me, it is not being only contested by the person that came on the second position, but even people like Patricia Tumanu Damjoya and other candidates of the opposition. I thought I read something likened to a kind of disapproval of what came out of the Constitutional Council from O.C. Joshua, if I read well, but that of Patricia Tumanu Damjoya. And also, beyond that, Cameroonians, especially the youth, you understand, the youth from the one said that they voted, you know, so unlike in the past where it used to be an issue of an elite or a group of elites or a particular age group, but this time around it was the younger generation and the younger people who took upon themselves to do what we saw during campaigns, and of course what we are having right now. And now I find it difficult to think that they were just actually being fooled by some individuals to do so, because I told you that the internet played a bigger role in this election in Cameroon. The internet played a bigger role and is still playing that role in here, where we saw people who were largely mobilized on the social media, because the person who was presented as the second or the runner-up of this election in Cameroon, actually in our journalistic monitoring, we noticed that he did not go to the interior villages in Cameroon. He did not campaign in every part of Cameroon, but you saw people getting to vote in those parts of the country, actually highlighting the important role that the internet played in this. And also considering that Cameroon is made up of 60% younger people, people that are less than or either 35 or less than 35, 60% of them constitute Cameroon. And of course, it's actually this age group that has the highest rate of internet penetration. Then you can now understand why I say that young people, I find it difficult to think that young people are actually just being fooled by some individuals. If that be the scores or in Cameroon, as to be taken by the Constitutional Council, if that actually is what is going to take us through these 7 years, I would say that the powers that be should understand that actually 45%, because if Pobia was 47%, I think so, if Pobia was declared winner with 53%, then 45% of 47% rather of the Cameroonian people are not okay with the CPTM regime that has been in power for too long. Ça fait quand même beaucoup. That's much. Merci Formian Fonsanda, merci Idriss. Nous sommes retrouvés ce sujet dans les colonnes de Cameroun Tribune, la première leçon de la présidentielle d'octobre dernier. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On va dire merci aux équipes techniques en régie autour d'Innocent Bega et Emos Fongo. Restez sur notre antenne. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.